Hem, donc en gros, j'ai commencé vers, 14 ans. Il y a, mon meilleur ami qui m'avait montré le jeu et puis après il y avait nos grands frères c'était à peu près le boom du poker. J'ai 31 ans. Donc Ouais, c'était, vers, 2006, un truc comme ça et donc on faisait des parties, entre amis ou avec nos grands frères, tu vois, une fois par semaine. ouais, Et moi, en parallèle, je jouais à un autre jeu, online qui s'appelait Urban Rivals où j'ai un moment été, numéro 1 mondial et donc ça, c'est vers, 15-16 ans et du coup, le moment où j'ai 18 ans et que je peux commencer à jouer online, c'est l'arrivée du point .fr. Donc ça doit être 2010, le début du point .fr et à ce moment-là, moi, j'ai toute la confiance, d'un jeune de 18 ans qui a tout crush, sur un autre jeu et je me dis: «Ça va être facile et tout, je vais les éclater» et en plus, ça se passait bien pour moi les quelques parties qu'on faisait en live avec les potes ou avec les grands frères et évidemment, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Ce qui m'a vraiment motivé à me lancer dans le jeu, c'est à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Ragnarok Premier, qui avait fait une interview à la Club Poker Radio et où il expliquait en gros que, il avait, grindé le statut Supernova Elite en Heads Up Stango, heu et que, du coup, il avait, 80 de rakeback et avec, sa stratégie mathématique, c'était impossible de perdre, machin. Et du coup, ce mec, c'est un peu devenu mon idole au début. Donc, je me suis dit: «J'ai envie de devenir Supernova Elite, et j'ai envie de jouer en heads up». Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé vraiment à grind par les heads up. Donc c'était à l'époque des heads up turbo, puis c'est devenu hyper turbo. Donc les turbos, tu commençais 75 dips et les hyper turbo 25, ce qui aujourd'hui est un format deep pour les Stingo, mais à l'époque c'était hyper turbo. Et là-dessus, j'ai grimpé les limites assez rapidement grâce à il y a une masterclass qui est sortie en .com qui a été faite par Chader Zero sur le format heads up. Et ouais, bah, ça m'a permis de commencer et puis, rapidement, j'ai grimpé les limites en heads up et ça s'est bien passé, quoi. Mais avant que ça se passe bien, que j'atteigne, Supernova Elite et tout ça, j'ai fait un peu n'importe quoi, au tout début. Heu, mais voilà un peu la genèse et ensuite, les spins sont arrivés donc transition vers les spins autour de 2015-2016 donc après, 3-4 ans de heads up, professionnellement et puis, vers 2020, confinement, transition vers, cash game, majoritairement. Ah ouais, j'étais un des premiers sur Pio, à l'époque donc c'était la toute première version de Pio et ça c'était. Je pense que, tu vois, ça faisait faire des bêtises parce que, tu essayais de répliquer des trucs, tu pas l'expérience de travailler avec un solver et tout, mais d'un autre côté, ça donnait un avantage qui était tellement immense, ne serait-ce que pré-flop et même si on faisait n'importe quoi avec le solver, en fait, c'était mieux que de pas s'en servir. Donc ouais, pour les spins et les HU, il y a eu Pio. Vers la fin des HU, il y avait donc Pio et pour les spins, il y a toujours eu un solver qui existait. Après en spin, tu avais des trucs genre, GTODB où, c'était, un peu l'équivalent de GTO Wizard, à l'époque. Bah, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins performant et joli que GTO Wizard, mais c'était un peu l'équivalent. Et puis je me suis toujours fait coacher aussi, quel que soit le format que je joue, j'ai toujours essayé de trouver les tops du top, pour bosser avec. Donc, en en heads up, c'était un mec qui s'appelait Lotelenia, un mec qui avait monté genre, 4 000 000 à 20 ans, sur, full tilt en heads up, 1 000 et plus. Après j'ai bossé avec, Kofi Yek qui était
le coach de tous les top joueurs heads-up anglophones, en gros. Euh, quand j'ai fait un peu de MTT, j'ai bossé avec Ape Styles. Là, je bosse avec Kevin Rabichaud pour le MTT Live et d'autres trucs. Donc, j'essaye vraiment de toujours, quel que soit, tu vois, le niveau auquel je pensais, bah, de toujours trouver des gens meilleurs que moi ou en tout cas qui vont avoir des choses à m'apporter et de toujours m'entourer de cette façon, quoi. En plus des copains avec qui je peux travailler régulièrement. Mais ouais. Donc, mes coachs ont été un facteur important de ma progression, c'est certain. Euh, le premier truc vraiment, c'est ma gestion de bankroll au tout début. J'avais l'habitude des jeux compétitifs et tu vois, d'essayer de créer de l'edge et tout ça, mais j'avais pas du tout l'habitude de gérer de l'argent. Et ça a été catastrophique pendant un an ou deux. Et du coup, bah, ça m'a fait perdre vachement de temps. Et après, ce qui m'a beaucoup freiné, c'est vraiment sur des aspects mentaux ou de mindset, quoi. Et là, bah, c'est aussi un coach que je pourrais mentionner. J'ai assez rapidement commencé à travailler avec Elliot Rowe. Ouais. Euh, donc, lui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et pour te dire un peu en gros, mon grind avant de le rencontrer, c'était bah, très souvent avec Netflix à côté ou équivalent de l'époque. Ça me gênait pas de prendre l'apéro et d'aller grind après, ce genre de truc, tu vois. Et donc, hygiène de vie pas terrible et vraiment, vraiment pas dans de bonnes conditions pour performer, on va dire. Donc lui, ça a été un gros déclic aussi. Et puis l'autre déclic, c'est j'avais l'image des high stakes comme étant un truc inatteignable, où en fait, un peu peut-être à cause de mon éducation et tout, mais par exemple, mon père, quand j'étais petit, il me disait, tu vois, j'avais 8 ans et je commençais à jouer au tennis un peu. Et comme tous les gamins, je me disais, ouais, j'aimerais bien être à Roland-Garros un jour. Ça se trouve, je serai en finale avec mon cousin avec qui je jouais à l'époque et tout, ça serait trop bien. Et il me disait, bah non, t'as commencé trop tard. Les, euh, les champions de tennis, ils font que ça depuis qu'ils ont 3 ans et c'est des génies du jeu. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils sont. Enfin, tu vois, ils ont un truc en plus. Et du coup, j'avais un peu cette image-là sur les high stakes au poker en me disant, bah, genre, Isaac Axton, c'est un mec genre intestable et que du coup, tous les joueurs high stakes, enfin, que c'était un environnement à part et inatteignable, quoi. Et puis, et du coup, je me suis pendant quelques temps contenté de jouer les high stakes FR, où ça se passait bien et qui pour moi était un peu à part et je me disais c'est parce que sur le point .fr c'est plus facile et tout et puis mais avec cette espèce de blocage et de complexe par rapport aux games les plus durs et les plus chers sur le point .com et euh, et puis j'ai commencé à jouer ces parties plus dures et je me suis rendu compte que bah, en fait c'était vraiment le même jeu contre des humains qui font des erreurs et moi aussi j'en fais évidemment, mais voilà, c'est un jeu d'erreurs et celui qui en fera le moins ou qui tirera le plus profit des erreurs de l'autre va gagner. Et donc ça a été aussi un blocage qui m'a fait franchement perdre quelques années à un moment, quoi. Euh, ouais, j'ai l'impression que la plupart, c'est un manque de. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de situations où tu te rends compte que le mec joue assez cher, peut-être en spin 50 ou équivalent cash game NL 200, un truc comme ça, et qui connaît pas vraiment ses ranges préflop, ou quand tu lui poses une question de maths, river, euh, il sait pas il sait pas corréler ses sizing avec le pourcentage auquel son bluff doit passer, il sait pas
Donc ce genre de choses, des trucs vraiment basiques, finalement, qui sont manquants, je pense, chez 80 des joueurs pro. Et en fait, une fois que tu as ces trucs basiques, bah, tu peux commencer à avoir des raisonnements qui sont poussés et qui peuvent te permettre de te démarquer, et il y a beaucoup de joueurs qui les ont pas, quoi. Et en fait, c'est en ça que, le poker a l'air compliqué parce que, beaucoup de joueurs ont tendance à skipper les bases, et du coup, ça donne des réflexions qui sont un peu farfelues, un peu originales, alors que, si tu as les bases, mathématiques, où tu sais exactement quels sont les ranges et cetera, bah, tout devient beaucoup plus logique et simple, en fait. Et tu vois, je pense que les joueurs high stakes ont cet avantage par rapport aux autres de, bah, ils maîtrisent les bases, et après, ça leur simplifie toutes les décisions, et ça, du coup, c'est pas très sexy, tu vois? C'est pas, des coups de génie, enchaînés sur, enfin, coup de génie après coup de génie, mais ouais, je pense que c'est un gros point négatif, quoi. Ça a été créé en 2017. Ouais, 2017. Moi, j'avais déjà quelques joueurs de mon côté. J'avais une petite dizaine de joueurs avec lesquels je travaillais, heu et on m'a contacté, en me disant, «Tiens, on aimerait bien faire un truc, un peu plus gros», en travaillant aussi avec les sites français pour faire de l'affiliation, et donc l'idée venait pas de moi. Mais on m'a contacté pour lancer le truc, avec eux, et ouais, je pensais que ça resterait un truc un peu confidentiel, heu et puis ça a pris un peu d'ampleur, et je pense que ça a aussi eu un gros impact dans ma progression, parce que c'était insupportable pour moi de me dire que je coach des gens, et tu vois, d'avoir ce sentiment d'être en train de faire une fraude, ou de pas être capable de leur apporter quoi que ce soit. Donc ça m'a motivé, en fait, à toujours progresser, à essayer de devenir toujours meilleur, pour pas être, obsolète par rapport aux gens que je coach, quoi. En termes de coaching, je pense qu'en France, on est plutôt bien lotis. Il y a au moins 3 plateformes, et je les connais pas toutes, mais qui sont très légitimes à mon sens, ABC Poker, ATM, et nous. Hem Et ouais, au moins, tu vois, ces 3 là, je pense que Thomas Echen, c'est un monstre du jeu. Hem, Benjamin Chalot et Bibi Hatch, c'est aussi, très, très solide. Il y a pas de problème, et puis nous, je pense qu'on a fait nos preuves, aussi sur, notre capacité à former les joueurs. En termes d'offres, pour jouer au poker, c'est difficile parce que j'ai l'impression que sur le point com, GG Poker a quasiment un monopole. Sur le point FR, c'est Winamax. J'aimerais bien qu'il y a un moment où il y avait une espèce de battle entre, GG Poker, PokerStars, Party Poker, et puis Party Poker a complètement, arrêté les frais et s'est dit: «Bon, le poker, ça ne nous intéresse plus». PokerStars aussi a fait quelques erreurs, même s'ils sont en train de rétropédaler. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de concurrence, et moins une situation de monopole, au niveau des, heu, des sites de poker, quoi. Dans sa progression, c'est sûr que prendre du coaching sous n'importe quelle forme, que ce soit, che avec du stacking comme on peut le faire chez nous, ou juste un coach, privé comme moi je le faisais à l'époque, ou je le fais toujours d'ailleurs, pour moi c'est capital. Enfin, c'est juste de l'ego mal placé de se dire, «Je vais y arriver tout seul et personne va m'aider», et puis, enfin, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il pourrait y arriver tout seul, mais juste gagner du temps, et c'est un investissement
toujours ultra payant, quoi. Si un coach peut te faire économiser 3 ans dans ta progression, c'est énorme, quoi. On ne sait pas combien de temps les carrières poker vont durer, pas à cause de nos âges, mais aussi à cause de... Enfin, il y a plein de risques, en fait. Peut-être il y a une génération qui va arriver, qui va avoir des outils ultra performants et qui va rendre les joueurs actuels un peu obsolètes. Ou peut-être que simplement la régulation va changer, qu'il y aura quasiment plus de sites sur lesquels on pourra jouer. Donc, euh, gagner du temps en tant que joueur de poker, c'est ultra important vu l'incertitude qu'il y a autour du métier. C'est pas comme si on était fonctionnaire ou même qu'on avait un boulot traditionnel où on est quasiment sûr de pouvoir le garder. Donc tout ce qui nous permet d'accélérer notre progression, c'est un truc qui a une valeur encore plus importante que dans n'importe quel autre domaine, je pense. Donc ouais, clairement, de s'entourer et de trouver un coach en qui il a confiance ou qui respecte, et ça, c'est hyper important. Au niveau des sites, euh, une des priorités en début de carrière pour moi, c'est monter une bankroll. Ça t'ouvre des opportunités derrière que tu n'auras pas tout simplement si tu n'as pas de bankroll. Tu Par exemple, tu auras beau avoir le niveau de jouer des parties chères avec des baleines, si tu pas l'argent pour jouer ces games, tu pourras pas jouer, quoi. C'est le facteur principalement limitant. Donc, pour moi, c'est plus intéressant de s'orienter vers la value en début de carrière et plutôt que de se dire: «Je vais jouer les games un peu flashy sur les sites, les plus populaires», bah, si c'est pas là qu'est la value, si le rake est trop élevé sur ces sites, d'aller sur des sites qui sont peut-être un peu moins populaires, un peu moins flashy, que moins de donc par exemple, en France, ce serait, heu, peut-être aller plus sur iPoker ou sur Unibet, dans un premier temps ou PMU. Sur des games avec des petits fields, si tu es joueur de MTT, avec un rake un peu plus faible, moins de variance et ouais, et ensuite, une fois que la bankroll est montée, bah, transitionner vers les sites où il y a les plus grosses games, comme Winamax sur le .fr ou GG sur le .com, quoi. Et Ouais, ouais, carrément. Je pense que le gros avantage du format, c'est, jusqu'en mid stakes, en gros. C'est très facile, enfin, relativement aux autres formats, c'est le format où c'est le plus facile d'arriver à gagner, et à dégager de quoi vivre, rapidement, quoi. Ça, c'est indiscutable, je pense, avant de devenir, capable de s'assumer financièrement en cash game, ça prend du temps, quoi. Enfin, alors qu'en spin, ça peut être, heu, pour, heu, pour quelqu'un où tu vois les planètes sont alignées, il est un peu doué et tout, ça peut être en quelques mois, réglé, quoi, comme question. Après, par contre, je pense que, en, mmh, à partir des high stakes, le cash game et le MTT deviennent, sans doute plus intéressants, quoi. Globalement, en cash, la plupart des tables vont tourner avec un récréatif et 4 ou 5 reg, selon, si c'est du 5 max ou 6 max. Du coup, majoritairement, les mains, vous allez les jouer contre, reg. Heu, En spin, jusque, aux 50, voire aux 100 € sur certains sites, c'est des tables de 3 avec, dans la majeure partie des cas, il y aura au moins un fiche, sur la table. Et ça va arriver, régulièrement d'avoir des tables, avec, 2 récréatifs, tu vois? Quand tu joues en 25 ou en 50. Heu, donc le jeu contre récréatif est vraiment capital. C'est déjà super important en cash game parce que c'est de là que tu vas tirer la plupart de ton BB100. Heu, mais en spin, tu joues des récréatifs, vraiment beaucoup, 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 quoi. Ce qui rend aussi, le format, un peu plus facile au début, quoi. C'est que, heu, tu as vraiment beaucoup de récréatifs, en 10, en 25 €, sur ces limites-là, il y a beaucoup de récréatifs. Donc, faut être très, très propre, sur cet aspect-là et puis l'autre aspect qui est important, c'est que, tu pas la marge de manœuvre post-flop pour rattraper,
pour rattraper des erreurs que tu as pu faire pré-flop. Donc il faut être très solide pré-flop. Enfin solide, ça veut pas dire, je le dis pas dans le sens tight, mais il faut être très très bon pré-flop, quoi. Parce que ça a une importance sur ton win rate, qui est vraiment beaucoup plus élevé qu'en cash game. Donc, c'est les 2 points, pour moi principaux et un petit conseil pour les joueurs de cash qui veulent transitionner ou pour n'importe quel joueur qui a envie de changer de format, c'est qu'il faut profiter à fond des 2-3 premiers mois où en fait, en termes de motivation et d'énergie, c'est beaucoup plus facile quand on vient de faire la transition. Bah, le format est intéressant, tu vois? On découvre un nouveau truc donc on a beaucoup plus d'énergie pour bosser, donc gâcher ce moment-là, ces 2-3 mois où tout est un peu plus simple et c'est plus facile d'apprendre ses ranges, d'ouvrir le solver, de tester des nouveaux trucs. Faut vraiment en profiter à fond, quoi. Hem